Vincent Moreau se tenait debout devant les deux cercueils en bois clair, les bras croisés, un sourire de mépris dessiné sur le visage. Le vent froid de la Normandie lui fouettait les joues, couvrait ses chaussures en cuir italien de boue, et il regardait les deux caisses comme on regarde quelque chose qui vous écœure profondément. Autour de lui, une trentaine de personnes vêtues de noir gardèrent le silence. Des femmes avec des foulards Zopolo sombres, des hommes tenant leur chapeau à la main, des enfants qui ne comprenaient pas pourquoi les adultes pleuraient. Et au milieu de tous, Vincent, avec son costume bleu marine taillé sur mesure, sa montre suisse brillant sous le ciel gris de novembre, et ce sourire que personne ne pouvait croire. Il fit le tour des cercueils d'un pas lent, les mains dans le dos, comme un directeur qui inspecte une livraison défectueuse. Il s'arrêta devant celui de gauche, frappa la planche du bout des doigts, l'attesta comme on teste une vieille porte pourrie. « C'est le mieux que vous ayez trouvé », dit-il à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. On dirait une caisse de pommes au marché de Rouen. Personne ne répondit. Les femmes se regardèrent entre elles. Marcel, le menuisier du village qui avait fabriqué les deux cercueils de ses propres mains pendant la nuit, serra les poings mais ne dit rien. Vincent continua son inspection, les sourcils levés, l'air sincèrement surpris par tant de médiocrité. « Et les fleurs ?» Il désigna le bouquet de chrysanthèmes sauvages posé sur le bois. « Vous les avez coupés dans le fossé ?» On dirait un enterrement de chiens, pas de gens. Il s'arrêta entre les deux cercueils, regarda l'assemblée réunie dans ce petit cimetière de campagne normande et laissa tomber une phrase qui glaça le sang de tout le monde. « Même mort, il trouve le moyen de me faire honte. » Le silence devint autre chose. Ce n'était plus le respect des défunts. C'était une rage contenue, une indignation qui cherchait où sortir. Isabelle, qui était agenouillée près du cercueil de sa mère, les yeux gonflés de 3 semaines de larmes, leva la tête et le regarda avec une colère qui lui tremblait sur les lèvres. « Et un peu de respect, Vincent, ce sont tes parents. » Mais Vincent ne la regarda même pas. Il sortit son téléphone, vérifia l'heure et soupira comme si tout cela n'était qu'une perte de son précieux temps. Ce fut alors qu'une voiture noire et discrète, une berline propre avec des plaques de Paris, se gara au bord du chemin de terre. La portière s'ouvrit et une femme descendit, jeune, élancée, un cartable en cuir sous le bras et une enveloppe Kraft à la main. Elle marcha entre les tombes avec des pas assurés jusqu'au groupe. Vincent la regarda de haut en bas. Il ne la connaissait pas. Elle ne le salua pas. Elle s'approcha seulement du père Leclerc, lui dit quelques mots à l'oreille. Le vieux prêtre acquiesça avec une expression grave. Vincent observa l'enveloppe dans la main de cette femme, et pour la première fois de toute la matinée, il cessa de sourire. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans la façon dont elle tenait ce document lui glaça le sang une fraction de seconde. Puis il croisa de nouveau les bras et regarda vers le ciel bas de novembre, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Mais cette enveloppe portait déjà son nom écrit dessus, et ce qu'elle contenait allait détruire tout ce que Vincent croyait avoir construit. Pour comprendre comment on en était arrivé là, pour comprendre pourquoi cet homme souriait aux funérailles de ses propres parents et ce que cette enveloppe allait révéler, il fallait remonter très loin en arrière, dans une maison de pierre grise au fond d'un village de Seine-Maritime, où un enfant aux pieds nus rêvait de fuir le seul endroit où quelqu'un l'aimait vraiment. La maison des Moreau était au bout d'un chemin que le GPS ne trouvait pas. Une vieille bâtisse normande en silex et colombage, avec un toit de tuiles vertes par l'humidité, une porte en bois qui fermait mal depuis des années, et une fenêtre dont les volets claquaient à chaque vent d'ouest. Dedans, le carrelage était fissuré. Il y avait une table avec 4 chaises dépareillées, un crucifix au mur, une cuisinière à bois sur laquelle Marguerite faisait chauffer des soupes, des pommes de terre sautées, et quand il y avait de la chance, un bout de lapin du jardin. Pour Marguerite et Henri, cette maison était suffisante. C'était plus que suffisant. Henri avait retapé chaque mur avec ses propres mains. Il avait rejointoyé la façade, refait la toiture section par section, réparé 100 fois la porte qui fermait mal. Pour lui, cette maison représentait tout ce que la vie lui avait refusé dans l'enfance et tout ce qu'il s'était juré de bâtir un jour. Un foyer, un endroit où personne ne pouvait vous arracher quoi que ce soit. Marguerite comprenait cela parce qu'elle l'aimait et parce qu'elle aussi avait appris à trouver de la richesse dans ce que d'autres appelaient la pauvreté. Mais Vincent ne le comprenait pas. Vincent ne l'avait jamais compris. Depuis qu'il avait des souvenirs, Vincent sentait que quelque chose n'allait pas. Il voyait les autres enfants de l'école arriver avec des cartables neufs, des baskets propres, des goûters emballés dans du papier brillant. Lui arrivait avec les chaussures toutes rapiécées de son père, un sac plastique en guise de cartable et 2 tartines de confiture enveloppées dans du papier journal. Les enfants ricanaient. « Voilà le fils du vieux pauvre », disait-il. Et Vincent serrait les dents, baissait la tête et sentait que quelque chose se putréfiait en lui. Il y eut un jour que Vincent n'oublia jamais.
La maîtresse avait demandé que chaque enfant apporte quelque chose pour la fête des mères, un cadeau, un dessin, n'importe quoi. Les autres enfants apportèrent des fleurs achetées en fleuriste, des petites boîtes emballées dans du papier doré, des cartes avec des rubans. Vincent apporta un carré de tissu brodé que Marguerite avait confectionné avec ses initiales. Il l'avait enveloppé dans du papier brun d'épicerie parce qu'il n'avait pas de papier cadeau. Quand son tour vint de passer devant la classe, un garçon au fond cria « Ça ressemble à un torchon de cuisine !» La classe entière éclata de rire. La maîtresse les fit taire, mais le mal était fait. Vincent retourna à sa place avec le tissu serré entre les mains et une honte si profonde qu'elle lui brûlait l'estomac. Ce soir-là, il rentra à la maison et Marguerite lui demanda comment ça s'était passé. « Bien », dit-il sans la regarder, et il alla s'asseoir derrière la maison, seul, à fixer les champs, à se mordre les lèvres pour ne pas pleurer. Ce que Vincent ne savait pas, c'est que Marguerite avait passé 3 nuits à broder ce carré de tissu. 3 nuits à la lumière d'une petite lampe, les yeux fatigués, se piquant les doigts avec l'aiguille, mettant dans chaque point tout l'amour qu'elle ne savait pas exprimer avec des mots. Ce carré de tissu ne revint jamais à la maison. Vincent le jeta dans une poubelle en chemin le lendemain matin. Un jour, il avait environ 10 ans. Il rentra en pleurant. Il y avait une sortie scolaire, un voyage à Paris pour voir le musée d'Orsay, et ça coûtait 60 €. 60 € qui représentaient pour lui une fortune. Il se planta devant son père qui était dans la cour à réparer le cadre d'une vieille bicyclette, et lui dit la voix cassée « Papa, j'ai besoin d'argent pour la sortie de l'école. » Tout le monde y va. Henri le regarda avec ses yeux tranquilles qu'il avait toujours, et lui dit doucement « Il n'y a pas d'argent pour ça, fiston. Mais tu peux apprendre plus en marchant dans ces champs qu'au musée. » Vincent ne cria pas, ne pleura plus, acquiesça seulement, et alla se coucher. Mais cette nuit-là, allongé dans son lit qui grinçait, regardant le plafond humide, Vincent prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il jura qu'il partirait d'ici. Il jura qu'il aurait de l'argent. Il jura que jamais, au grand jamais, il ne serait comme son père. Et avec les années, cette promesse s'empoisonna. La honte devint colère, la colère devint mépris. Chaque fois qu'il demandait quelque chose et que le père disait qu'il n'y avait pas d'argent, Vincent empilait une nouvelle pierre dans le mur qu'il construisait entre eux. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'à moins de 40 km de cette maison en silex, dans un cabinet discret de Rouen, une avocate gérait des investissements, des terres agricoles et des comptes d'épargne, au nom d'une holding juridique appartenant à un seul homme. Henri Moreau, l'homme qui réparait des vélos dans une cour de campagne, l'homme qui disait toujours qu'il n'y avait pas d'argent. Ce que Vincent ne savait pas, c'est que son père n'avait jamais été pauvre. Et cette vérité allait le rattraper des années plus tard, au pire moment possible. Vincent quitta la maison un matin de septembre, quand il avait 19 ans. Il n'y eut pas d'adieu, pas d'embrassade, juste un sac à dos avec 3 jeux de vêtements, ses papiers d'identité et un billet de bus pour Paris qu'il avait payé avec l'argent économisé, en travaillant le week-end dans le café du village. Marguerite était dans la cuisine quand elle le vit passer avec le sac sur l'épaule. Elle s'essuya les mains sur son tablier, s'appuya contre le chambranle de la porte et le regarda marcher sur le chemin de terre sans dire un mot. Elle ne le supplia pas de rester. Elle ne pleura pas, du moins pas devant lui. Elle dit seulement « Que Dieu te garde, mon fils ». Vincent ne se retourna pas. Il leva une main sans regarder en arrière et continua jusqu'à ce que le chemin de campagne l'avale. Henri était dans le potager à ramasser des haricots. Il entendit la porte, il entendit les pas, il entendit le silence que son fils laissait derrière lui. Il ne sortit pas pour lui dire au revoir. Il resta là, immobile, la poignée de haricots dans la main, les yeux fixés sur la terre. Marguerite s'approcha de lui après et lui dit « Il est parti ». Henri acquiesça seulement. « Il va revenir », dit-il sans lever les yeux. « Quand il comprendra, il reviendra ». Mais Vincent ne revint pas. À Paris, il découvrit que la rage était un carburant puissant. Il travailla comme il put. Livreur à vélo, agent de sécurité, démarcheur téléphonique. Il dormait dans une chambre de bonne sous les toits qu'il partageait avec 2 autres garçons. Il mangeait des sandwichs le midi et se répétait chaque soir la même phrase. « Je ne serai jamais comme mon père ». En 5 ans, avec un mélange d'intelligence, d'ambition et d'une capacité redoutable à ne rien ressentir pour personne, il monta une petite agence immobilière. En 10 ans, il avait des bureaux dans le 16e arrondissement, une Audi noire en leasing et un appartement à Neuilly financé jusqu'au dernier centime. De l'extérieur, Vincent Moreau était un homme qui avait réussi. De l'intérieur, c'était un château de cartes maintenu par des dettes, des crédits renouvelés et une arrogance qui ne laissait pas voir les fissures. Chaque fois qu'il montait d'un échelon dans la ville, il sentait qu'il enterrait un peu plus l'enfant qu'il avait été. Et il aimait ça. Il aimait oublier. Il aimait sentir que le gamin aux chaussures rapiécées n'existait plus. La première année,
Il appela sa mère une fois. « Je vais bien, maman. Je travaille. » Marguerite pleura de joie. La deuxième année, il appela 2 fois, mais les conversations étaient soit courtes, sèches, comme si lui parler lui rappelait tout ce qu'il voulait oublier. La troisième année, il arrêta d'appeler. Marguerite n'arrêta pas d'essayer. Chaque dimanche soir à 7 heures, elle composait le numéro de Vincent depuis le téléphone fixe de la maison. Le téléphone sonnait 3, 4, 5 fois et basculait sur la messagerie. Elle laissait toujours un message. « Mon chéri, c'est maman. Je voulais juste savoir comment tu allais. Je t'aime très fort. Je t'attends. » Vincent écoutait ces messages assis dans des restaurants chers, avec des associés et des femmes qui ne savaient rien de son passé. Parfois, il souriait avec ironie. Parfois, il les effaçait sans écouter jusqu'au bout. Henri, de son côté, écrivait des lettres. Des lettres à la main, avec une écriture tremblante sur des feuilles de cahier d'écolier, envoyées par courrier recommandé à l'adresse du cabinet de Vincent à Paris. Des lettres qui parlaient du temps, des pluies d'automne, de la haie de pommiers qui avait bien donné cette année, du charroux qui s'était installé dans la grange. Il ne réclamait rien, ne lui demandait pas de revenir. Il lui racontait juste des petites choses, comme s'il voulait que Vincent sache que la vie continuait là-bas à l'attendre. Vincent recevait ses enveloppes froissées, reconnaissait l'écriture de son père et les jetait à la corbeille sans les ouvrir, l'une après l'autre, année après année. 8 ans de silence, 8 ans de messages sans réponse, 8 ans pendant lesquels Marguerite allumait une bougie chaque soir devant le petit crucifix de la cuisine et demandait en silence une seule grâce, que son fils revienne. Elle ne savait pas que quand ce miracle se réaliserait, elle ne serait plus là pour le voir. La maladie arriva sans prévenir, comme arrivent les mauvaises choses dans les villages où il n'y a pas de spécialiste à portée de main. Ça commença par une fatigue que Marguerite attribua à son âge. Puis vint la toux, puis les douleurs dans la poitrine qui ne passaient en pas même avec les tisanes que lui préparait Isabelle. Quand ils réussirent enfin à la faire voir par un médecin à Rouen, le diagnostic fut aussi sec que la terre en était. Les poumons étaient abîmés. Elle avait besoin de traitements, de médicaments qui ne se trouvaient pas à la pharmacie du village. Et par-dessus tout, elle avait besoin de temps. Et le temps était en train de la quitter. Isabelle s'installa pratiquement chez les Moreau. Elle arrivait avant l'aube, préparait le petit déjeuner de Marguerite, l'aidait à se laver, lui changeait ses draps, lui posait des compresses chaudes sur la poitrine quand la toux ne la laissait pas dormir. Ses propres enfants, 2 adolescents qui savaient déjà cuisiner et se débrouiller seuls, comprenaient que leur mère avait une autre mère à soigner. « Madame Moreau a besoin de moi en ce moment plus que vous », leur disait Isabelle. Et ils acquiesçaient sans protester. Les après-midi étaient à tout le moment le plus difficile. Marguerite restait assise dans son fauteuil près de la fenêtre, regardant le chemin de terre comme si elle attendait voir une silhouette familière apparaître dans le brouillard normand. Tous les jours la même question. « Isabelle, tu crois qu'il vient aujourd'hui ?» Et tous les jours le même pieux mensonge. « Peut-être bien, Madame Moreau. Peut-être que oui. » Henri regardait tout cela depuis son silence. Il aidait comme il pouvait, porter l'eau, rentrer le bois, aller chercher les médicaments au village. Mais on voyait quelque chose de brisé dans ses yeux. Ce n'était pas seulement la maladie de Marguerite, c'était l'absence de Vincent. C'était savoir que sa femme était en train de mourir et que son fils ne le savait pas, ou pire, qu'il s'en fichait. Le père Leclerc fit ce que Marguerite n'avait plus la force de faire. Il appela Vincent 3 fois en une semaine. La première fois, le téléphone sonna dans le vide. La deuxième fois, une assistante répondit et dit que M. Moreau était en réunion et ne pouvait pas être dérangé. La troisième fois, Vincent décrocha lui-même. Le prêtre eut à peine le temps de dire « Vincent, c'est le père Leclerc du village. Ta mère est très malade, mon fils. Elle a besoin de toi. » Vincent l'interrompit avec une voix froide. « Mon père, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai plus rien à voir avec cet endroit. Si vous avez besoin d'argent pour quelque chose, adressez-vous à quelqu'un d'autre. » Et il raccrocha. C'est cet appel qui scella tout. Le père Leclerc resta avec le téléphone dans la main, les yeux fixés sur le mur de la sacristie, et pour la première fois en 40 ans de sacerdoce, il eut envie de prononcer des mots qui n'étaient pas une prière. Marguerite s'aggrava en décembre. Le froid normand lui pénétrait jusqu'aux os, et la toux devint constante, profonde, comme si chaque souffle lui arrachait quelque chose de l'intérieur. Isabelle dormait dans un fauteuil près de son lit, couverte d'un châle, se réveillant chaque fois que Marguerite se plaignait. Une nuit, Marguerite se réveilla agitée, appelant Vincent comme si elle l'avait vu debout au pied du lit. Isabelle bondit, lui prit les mains, et Marguerite la regarda avec des yeux vitreux. « Il est là, n'est-ce pas? Mon garçon est arrivé. » Isabelle ravala sa salive et lui dit doucement « Oui, Madame Moreau. Il est là. Dormez maintenant. » Marguerite sourit et referma les yeux. Et Isabelle resta assise dans l'obscurité, à pleurer en silence,
de rage contre un homme qui ne savait même pas que sa mère le voyait en rêve. Une nuit, vers les premières heures du matin, Marguerite prit la main d'Isabelle et lui dit d'une voix à peine audible « Tu as été la fille que Dieu m'a envoyée quand le mien est parti. » Isabelle ne put pas répondre. Elle lui serra seulement la main et laissa couler ses larmes, en silence. La dernière nuit, Marguerite demanda qu'on lui approche la photo qui était sur sa table de nuit. Une vieille photo décolorée, aux bords abîmés, de Vincent quand il avait 6 ans. Il souriait avec ses dents de travers devant la maison en silex. Marguerite la tint serrée contre sa poitrine avec les 2 mains, ferma les yeux et dans son dernier souffle murmura « Mon petit ». Isabelle lui ferma les yeux, lui arrangea le châle, posa la photo entre ses mains croisées sur la poitrine et sortit de la maison pour aller chercher le père Leclerc, marchant dans l'obscurité sur le chemin de campagne, pleurant sans faire de bruit, comme pleurent souvent les femmes qui ont appris à ne réveiller personne avec leur douleur. Madame Moreau était partie en attendant son fils. Mais son fils était trop occupé à être quelqu'un qu'elle n'aurait pas reconnu. Les obsèques de Marguerite furent nos simples, comme tout ce qu'elle avait été de son vivant. Un cercueil en pin que Marcel le menuisier construisit en une nuit, un bouquet de fleurs sauvages que les enfants du village cueillirent dans les fossés, et une messe que le père Leclerc célébra la voix entrecoupée. Tout le village était là. Tout le village sauf Vincent. Henri fut debout pendant toute la cérémonie. Il ne pleura pas, ne parla pas, ne bougea pas. Quand on descendit le cercueil dans la terre, il resta à regarder le trou comme s'il y voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Isabelle s'approcha et lui posa une main sur l'épaule. Il ne réagit pas. « Monsieur Moreau, vous devriez rentrer vous reposer. » Henri secoua lentement la tête. « Je reste encore un moment, » dit-il. Et il resta debout face à la tombe de sa femme sous le ciel bas de décembre, jusqu'à ce que le jour se couche et que les premières étoiles percent les nuages. Ce soir-là, il marcha jusqu'à la maison, entra, ferma comme il put la porte qui n'avait jamais bien fermé, et s'assit dans le fauteuil de Marguerite. Le fauteuil où elle s'asseyait pour tricoter, pour réciter son chapelet, pour regarder par la fenêtre en attendant de voir Vincent descendre le chemin. Henri s'assit là et ne se releva plus. Isabelle lui apporta à manger le lendemain. La soupe était intacte sur la table quand elle revint le soir. Elle lui apporta du bouillon le 2e jour. Elle le trouva dans le même fauteuil, le regard perdu, avec la photo de son mariage dans les mains. Lui et Marguerite, jeunes, debout devant la même maison en silex. Elle dans une robe blanche simple et un sourire qui éclairait plus que le soleil derrière eux. « Monsieur Moreau, il faut manger quelque chose » lui supplia Isabelle. Henri la regarda comme depuis très loin et dit « J'ai mangé tout ce que j'avais à manger dans cette vie, ma petite. » Le 3e jour, Isabelle arriva tôt. Elle frappa à la porte. Personne ne répondit. Elle poussa le vieux bois et le trouva assis dans le même fauteuil, les yeux fermés, avec la photo de leur mariage sur la poitrine et une paix sur le visage qu'elle ne lui avait jamais vue. Le médecin dit que c'était le cœur, que vu son âge et sa condition, c'était à prévoir. Il signa le certificat et repartit. Mais le village savait la vérité. Henri Moreau n'était pas mort d'un infarctus. Henri Moreau était mort parce que Marguerite était partie la première et qu'il n'avait plus de raison de rester. Ce fut le père Leclerc qui trouva sous l'oreiller d'Henri une enveloppe épaisse adressée à maître Sophie Renard, avec une note griffonnée par-dessus d'une écriture tremblante. Pour quand le moment sera venu. Le prêtre la mit en lieu sûr dans la sacristie, appela Sophie Renard dans l'après-midi et appela Vincent une dernière fois. Cette fois, il laissa un seul message. « Ton père et ta mère sont morts. L'enterrement est samedi. » Vincent écouta le message en faisant son nœud de cravate devant le miroir de son appartement à Neuilly. Il resta immobile un instant, puis se rajusta le col, enfila sa montre et continua sa matinée comme si rien ne s'était passé. Mais il alla quand même à l'enterrement. Pas par amour, pas par culpabilité. Il y alla parce que dans un coin de sa tête, le mot « héritage » s'était allumé comme un panneau lumineux. Vincent arriva au village dans une voiture de location haut de gamme depuis l'aéroport de Roissy. Il n'avait pas voulu abîmer son propre véhicule sur les chemins de campagne. « Les chemins vont massacrer mes jantes », avait-il dit à son assistant qui lui avait réservé le vol. Il descendit de voiture avec des lunettes de soleil, le costume bleu marine taillé sur mesure qui lui avait coûté ce que la moitié du village gagnait en un an, et des chaussures italiennes qui se couvrirent bord de boue avant qu'il ait fait 3 pas. Le cimetière était en dehors du village, sur un terrain calcaire entouré de pommiers tordus et de croix en granit. Les 2 cercueils étaient côte à côte sur la terre ouverte, avec des fleurs sauvages, des bougies allumées malgré le vent, et une trentaine de personnes qui se turent au moment où Vincent apparut sur le chemin. Il ne salua personne, il ne s'approcha pas des cercueils avec respect. Il marcha directement vers eux, se planta au milieu des 2 et ôta ses lunettes d'un geste théâtral, comme s'il voulait que tout le monde vît bien son visage.
Il regarda les caisses en pin, regarda les fleurs coupées dans les fossés, regarda les bougies bon marché, et laissa échapper un petit rire court, sec, qui claqua dans le silence comme un coup de feu. « C'est incroyable, dit-il en secouant la tête. Ils sont morts comme ils ont vécu, avec rien. » Quelques femmes se signèrent. Un vieil homme cracha par terre et regarda ailleurs. Vincent fit le tour du cercueil de son père et lui donna un petit coup de poing sur le bois, comme on frappe une porte bon marché. « Ils n'ont même pas mis de vernis. C'est vraiment le mieux que vous avez trouvé ?» Il s'arrêta et regarda les habits de son père visibles par l'entrebâillement du couvercle mal posé. « Regardez-moi ça. Cette veste a plus de reprises que de tissu. » Et il rit. Il rit seul parce que personne d'autre ne riait. Il rit devant les corps des deux personnes qui lui avaient donné la vie. Une vieille femme qui se tenait au fond du groupe, appuyée contre une croix de granit, le regarda fixement et murmura assez fort pour que tout le monde entende. Madame Moreau demandait à Dieu chaque soir que son fils revienne. Voyez ce qu'il lui a envoyé. Plusieurs femmes acquiescèrent en silence. Vincent entendit, mais fit semblant de ne pas entendre. Il rajusta sa cravate et regarda l'heure à sa montre comme s'il avait mieux à faire ailleurs. Ce jour-là, il allait découvrir qu'il était arrivé 8 ans trop tard. Ce fut Isabelle qui n'en put plus. Elle se leva de la terre où elle était agenouillée près du cercueil de Marguerite. Elle s'essuya les larmes avec le revers de la main et marcha jusqu'à se trouver en face de Vincent. Elle était plus petite que lui, plus mince. Elle avait les mains abîmées par les travaux de la ferme et les yeux rouges de 3 semaines de larmes. Mais elle le regarda droit dans les yeux, avec une force qui le fit reculer d'un demi-pas. « Ça suffit », lui dit-elle d'une voix ferme. « Tu as fini de rire ?» Vincent la regarda avec un mélange de surprise et de mépris. « Et toi, t'es qui ? Je suis celle qui a fermé les yeux de ta mère quand elle est morte en t'appelant par ton prénom. Je suis celle qui donnait à manger à ton père quand il ne voulait plus vivre. Je suis celle qui était là, Vincent, tous les jours, toutes les nuits, pendant que toi tu étais dans ton beau bureau à Paris avec ton costume cher à te croire important. » La voix d'Isabelle tremblait, mais elle ne la baissa pas d'un centimètre. « Ta mère est morte avec ton nom dans la bouche. Ton père est mort avec ta photo dans les mains. Et toi tu arrives ici pour te moquer de leur cercueil. » Le silence qui suivit fut absolu. Même le vent sembla s'arrêter. Vincent ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne vint. Quelque chose lui traversa les yeux une fraction de seconde. Quelque chose qui aurait pu être de la honte ou de la douleur, ou un souvenir lointain d'une voix qui disait « mon chéri » au téléphone. Mais il l'écrasa aussitôt. Il remit ses lunettes de soleil, redressa son veston et dit d'une voix plate « Écoutez, madame, je ne suis pas venu ici pour me disputer avec qui que ce soit. Je suis venu régler ce qu'il y a à régler et je repars. » Il était venu pour une seule raison, l'argent. Et il était sur le point de découvrir que l'argent avait déjà une autre destination. Et alors, comme si le destin attendait précisément cette phrase, la berline noire et discrète aux plaques parisiennes se gara au bord du chemin de campagne. La portière s'ouvrit et Sophie Renard descendit avec l'enveloppe à la main. Sophie marcha entre les tombes sans regarder personne. Elle portait un tailleur sombre, les cheveux rassemblés en chignon, et une expression qui n'était ni de la tristesse ni de la colère, mais quelque chose de plus précis, de la détermination. Elle s'approcha du père Leclerc, échangea quelques mots à voix basse, puis s'adressa au groupe. « Bonsoir à tous, je m'appelle Sophie Renard. Je suis avocate et représentante légale du patrimoine de M. Henri Moreau. » Sa voix était claire, professionnelle, sans ornements inutiles. M. Moreau a laissé des instructions précises pour que son testament soit lu ici, devant sa famille et sa communauté, le jour de ses obsèques. Vincent se croisa les bras et esquissa un demi-sourire. Patrimoine, testament. Voilà le mot qu'il était venu entendre. Évidemment que le vieux avait mis quelque chose de côté, peut-être quelques terres, peut-être un compte avec quelques milliers d'euros. Rien de renversant, mais de quoi couvrir les frais du voyage. Vincent calculait déjà. Sophie ouvrit son cartable, en sortit un document notarié et commença à lire. « Moi, Henri Moreau, en pleine possession de mes facultés mentales, déclare ce qui suit comme ma dernière volonté. Tout le village se tue, même les oiseaux semblaient s'être tus. Je déclare être propriétaire des biens suivants. 220 hectares de terres agricoles dans les communes de Saint-Léonard et de Berville-sur-Mer. 4 propriétés bâties dans la région de Rouen. Des placements financiers d'une valeur totale de 2 800 000 euros. Un compte d'épargne avec un solde cumulé de 1 400 000 euros. » Vincent décroisait les bras. Le demi-sourire lui gelait sur le visage. 220 hectares. 4 propriétés. 2,8 millions. 1,4 million. Plus de 4 millions d'euros. Son père. L'homme à la veste rapiécée. L'homme qui réparait des vélos dans la cour.
4 millions d'euros. L'esprit de Vincent s'emballa comme une machine. 4 millions. Avec ça, il pouvait éponger les dettes de l'agence immobilière. Il pouvait sauver l'appartement de Neuilly. Il pouvait boucher les trous, restructurer les crédits, recommencer à respirer. 4 millions. Un nouveau sourire, plus large, plus avide, lui apparut sur le visage. En tant que fils unique d'Henri Moreau, murmura-t-il entre ses dents, acquiesçant, attendant la phrase qui allait le sauver. Mais Sophie ne s'arrêta pas. Je déclare que la totalité de mes biens, sans exception, sera donnée à la Fondation Les Enfants de Normandie, institution à laquelle je dois tout ce que je suis. Cette décision est irrévocable et a été enregistrée par acte notarié en date du 19 octobre de l'année en cours. Le sourire de Vincent ne disparut pas d'un coup. Il mourut lentement, comme une bougie qui manque de cire. D'abord, il quitta ses lèvres, puis ses yeux, puis tout son visage. Ce qui resta fut quelque chose qu'on ne lui avait jamais vu. Un vide absolu. Quoi ? Fut tout ce qu'il dit. La totalité des biens de votre père a été légalement transférée à la Fondation Les Enfants de Normandie, répéta Sophie sans changer de ton. La donation a été signée et notariée de son vivant. Elle n'est pas contestable. Vincent regarda Sophie, regarda le père Leclerc, regarda les gens du village qui l'observaient dans un silence qui n'était plus de la colère, mais de quelque chose de pire, de la pitié. Il regarda les 2 cercueils en pin, regarda les fleurs sauvages, et pour la première fois de sa vie, il n'eut rien à dire. Mais, commença-t-il, et sa voix sortit différente, plus mince, plus petite. Je suis son fils. Sophie le regarda dans les yeux sans ciller. Monsieur Moreau le savait parfaitement. C'est pourquoi il a également laissé une lettre personnelle à votre attention. Voulez-vous que je la lise ici, ou préférez-vous le faire en privé ? Vincent regarda l'enveloppe Kraft, regarda les gens du village, sentit tous les regards sur lui, et avec une voix qui voulut paraître ferme, mais qui se brisa à la fin, il dit « Lisez-la ». Sophie sortit de l'enveloppe une feuille de cahier d'écolier pliée en 4, écrite à la main à l'encre bleue, avec l'écriture tremblante que Vincent reconnut aussitôt. La même écriture des lettres qu'il jetait à la corbeille sans les ouvrir. Elle s'éclaircit la voix et commença à lire. « Vincent, mon fils, si tu entends ces mots, c'est que je suis parti. Et si je suis parti, c'est que ta mère est partie avant moi, et que sans elle, je ne sais plus être dans ce monde. » Isabelle porta la main à sa bouche. Plusieurs femmes se mirent à pleurer en silence. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, quelque chose que je n'ai dit à personne, sauf au père Leclerc et à maître Renard. Je ne suis pas né dans ce village, Vincent. Je n'ai pas eu de parents. On m'a déposé devant la porte de la Fondation Les Enfants de Normandie quand j'avais quelques jours, enveloppé dans un torchon, sans nom, sans rien. Les dames de la Fondation m'ont appelé Henri parce que j'étais arrivé en août et Moreau parce que c'était le nom de la dame qui m'avait trouvé. » Vincent déglutit. Les gens du village se regardaient entre eux. Personne ne connaissait cette histoire. Dans cette fondation, j'ai appris tout ce que je suis. J'ai appris à lire, à travailler, à prier. J'ai appris que l'amour ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on donne. On m'a appris à repriser mes propres habits, à cultiver ma propre nourriture, à ne pas avoir besoin de plus que le nécessaire. Et quand je suis sorti à 16 ans avec un sac plastique et les mêmes habits que j'avais sur le dos, je me suis promis 2 choses. Que j'allais construire une vie digne de mes propres mains et qu'un jour je rendrais à la Fondation tout ce qu'elle m'avait donné. J'ai travaillé toute ma vie, mon fils. J'ai acheté des terres quand personne n'en voulait. J'ai économisé centime par centime pendant 40 ans. Et oui, Vincent, j'avais de l'argent. J'en avais bien plus que tu ne l'imagines. Mais je n'y ai jamais touché parce que je savais quelque chose que tu n'as jamais voulu apprendre. Que la vraie richesse ne se garde pas dans une banque. Vincent avait les yeux fixés sur la terre. Sa mâchoire tremblait. Quand tu me demandais des choses quand tu étais enfant et que je te disais qu'il n'y avait pas d'argent, je ne te mentais pas entièrement. Cet argent avait déjà sa destination. Il était pour les enfants qui dorment ce soir dans la fondation où j'ai dormi. Pour qu'aucun d'eux ne grandisse en sentant ce que j'ai senti. Que personne dans le monde ne veut de lui. Je sais que tu as manqué de choses, mon fils. Je sais que tu as eu des hontes qu'un enfant ne devrait pas avoir. Je porte ça chaque nuit. Mais j'ai cru que si je te donnais de l'amour, si je te donnais mon temps, mes mains, mon exemple, ça suffirait. Je me suis peut-être trompé. Ou peut-être que non. Et c'est toi qui n'as pas voulu voir. Je t'ai donné de l'amour, Vincent. Je t'ai donné tout mon amour. Tu m'as répondu par le silence. Il ne t'a jamais manqué un père. Il t'a manqué des yeux pour voir. Alors, mon fils, l'argent ira à ceux qui savent encore aimer, à ceux qui n'ont personne, à ceux qui commencent comme j'ai commencé, seuls, enveloppés dans un torchon, déposés devant une porte,
L'argent que tu as adoré ira à des enfants qui savent encore dire merci pour une assiette de soupe et une main posée sur l'épaule. Je ne t'écris pas cela avec de la haine. Je t'écris avec la plus grande tristesse que j'ai jamais portée de ma vie, parce que je t'ai aimé depuis le premier jour où je t'ai tenu dans mes bras, et je t'aime encore maintenant que je suis en train de mourir. Mais l'amour, mon fils, ce n'est pas seulement le ressentir, c'est être là. Et toi, tu n'étais pas là. Ton père, Henri. Sophie plia la lettre, la remit dans l'enveloppe et la tendit à Vincent. Il la prit avec des mains tremblantes, ne leva pas les yeux, ne dit rien. Autour de lui, tout le village pleurait. Des hommes qui n'avaient beau pas pleurer depuis des décennies s'essuyaient les yeux sur leurs manches. Isabelle sanglotait dans les bras d'une voisine. Le père Leclerc avait la tête baissée, les lèvres remuant en une prière silencieuse. Et Vincent était là, debout entre les deux cercueils de ses parents, avec un costume qui valait une fortune et une enveloppe dans la main qui valait infiniment plus que tout ce qu'il avait accumulé dans sa vie. Sauf que maintenant, pour la première fois, il le savait. Les gens s'en allèrent peu à peu. Un à un, les voisins passaient devant les cercueils, se signaient, posaient une fleur, touchaient le bois du bout des doigts comme un dernier adieu. Certains regardaient Vincent en passant, d'autres non. Isabelle fut parmi les dernières à partir. Elle s'arrêta devant lui, le regarda comme on regarde quelqu'un qui n'a plus de remède, et lui dit à voix basse « J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu avais. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle se retourna et s'en alla sur le chemin de terre, le châle serré contre la poitrine. Vincent resta seul. Seul avec les deux cercueils, seul avec l'enveloppe, seul avec le vent froid de Normandie qui lui fouettait le visage et lui emplissait les yeux de quelque chose d'humide. Du moins, c'est ce qu'il se dit quand il sentit que quelque chose lui brûlait derrière les paupières. Il s'assit dans la terre mouillée près de la tombe ouverte de sa mère, le beau costume taché de boue, les chaussures italiennes enfoncées dans le sol calcaire. Et alors son téléphone sonna. C'était la banque. Le chargé de clientèle professionnelle avec cette voix courtoise qu'ils ont quand ils ont décidé de vous couper votre ligne de crédit. « Monsieur Moreau, nous vous avons appelé plusieurs fois cette semaine. Il faut qu'on parle de la restructuration du crédit de votre agence. Les échéances ont 3 mois de retard. » Vincent raccrocha avant qu'il ait fini sa phrase. Avant qu'il puisse mettre le téléphone dans sa poche, il sonna de nouveau. Un autre numéro, le loueur des véhicules de société. Puis encore un autre, le syndic de l'immeuble de Neuilly. Puis un autre. Chaque appel était une brique qui se détachait du château qu'il avait construit avec du vent. L'agence immobilière s'étouffait sous les dettes. L'appartement avec vue sur la Seine avait 4 mois d'hypothèque impayée. Les voitures et cas de société étaient en leasing. Les costumes, les dîners, les voyages, les réunions dans des restaurants étoilés. Tout était du théâtre. Tout était mensonge. Un mensonge qu'il avait soutenu avec la même obstination que son père avait soutenu son silence. Sauf que le silence de son père cachait un patrimoine de 4 millions d'euros et un cœur brisé. Le mensonge de Vincent ne cachait rien. Il éteignit son téléphone, resta à regarder les cercueils en pin, les mêmes sur lesquels il avait frappé avec ses phalanges pour se moquer du bois bon marché. Maintenant, il les voyait autrement. Il voyait les mains de Marcel travaillant toute la nuit pour les avoir prêts. Il voyait les fleurs sauvages que les enfants du village avaient cueillies dans les fossés. Il voyait les bougies allumées malgré le vent de novembre. Il voyait tout ce qu'il n'avait pas voulu voir à son arrivée. Il regarda la veste de son père par l'entrebâillement du cercueil. La veste rapiécée, le pantalon en velours côtelé usé aux genoux, les vieilles chaussures de marche, les mêmes habits qu'il avait ridiculisés 1 heure auparavant. Et maintenant il comprenait. Son père ne s'habillait pas ainsi parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter des habits neufs. Il s'habillait ainsi parce que pour lui, les habits ne signifiaient rien. Parce que pour Henri Moreau, un homme arrivé au monde enveloppé dans un torchon et déposé devant une porte, la richesse n'avait jamais été dans les choses. Elle avait été dans les personnes. Dans Marguerite, dans le village, dans les enfants de la fondation, dans un fils qui n'avait jamais voulu le comprendre. Vincent sortit de la poche de son veston les clés de la voiture de location, les regarda, les serra dans sa paume et les laissa tomber dans la terre sans se soucier de l'endroit où elles roulaient. Il entendit des pas derrière lui. C'était le père Leclerc, qui était resté à rassembler les bougies de la chapelle. Le prêtre s'approcha doucement, s'assit à côté de Vincent dans la terre sans s'occuper de sa soutane, et resta silencieux un long moment. Il ne le jugea pas. Il ne lui dit rien. Il s'assit simplement à ses côtés comme s'assoit quelqu'un qui a vu trop souvent ce que la douleur fait aux gens. Puis il sortit quelque chose de la poche de sa chemise. Une petite photographie, abîmée au bord, avec une tache d'humidité dans un coin. « Ton père m'a demandé de te donner ça, » dit le prêtre. « C'est la seule chose qu'il ait laissée pour toi. » Vincent prit la photo avec les doigts tremblants, la regarda, et tout s'effondra en lui. C'était lui. Il avait 6 ans.
Il était debout devant la maison en silex, avec un grand sourire, les dents de travers, les pieds venus, avec un t-shirt trop grand qui lui descendait aux genoux. Et derrière lui, appuyé contre la porte qui n'avait jamais bien fermé, il y avait Marguerite et Henri. Elle avec son tablier et les mains encore blanches de farine, lui avec sa vieille casquette et les yeux plissés par la lumière. Tous les deux souriants, tous les deux regardant leur fils comme si c'était la chose la plus précieuse qu'ils eussent au monde. Parce que c'était le cas. Vincent serra la photo contre sa poitrine, se plia en avant et là, dans la terre froide et humide du cimetière de Normandie, entre les deux cercueils en pin des seules personnes qu'il avait aimées sans condition, Vincent Moreau pleura. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis 30 ans. Il pleura pour les appels qu'il n'avait jamais pris, pour les lettres jetées sans être ouvertes, pour les messages effacés en riant, pour les tartines avec de la confiture enveloppée dans du papier journal, pour les 60 € de la sortie scolaire, pour le carré de tissu brodé que sa mère avait fait avec tant d'amour, pour la toux de sa mère dans les nuits froides, pour le fauteuil vide où son père s'était assis pour mourir. Il pleura pour tout ce qu'il avait eu et qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Et le vent de Normandie continua de souffler, emportant le brouillard, les fleurs séchées, et l'écho d'un rire que personne n'allait plus jamais entendre. Parce que Vincent Moreau avait voulu être riche toute sa vie, et c'est seulement en perdant tout qu'il comprit qui avait été véritablement riche.